C'est un lieu imposant qui depuis toujours suscite l'émerveillement. Une architecture monumentale, un témoignage de la puissance de la nature, mais aussi de son inventivité, de sa délicatesse. Nous sommes au cœur du parc national des Pyrénées, plus précisément à Gavarnie, classé par l'UNESCO au patrimoine mondial de l'humanité. Et pour vous faire découvrir le fameux cirque et la non moins fameuse brèche de Roland, nous allons sortir des pistes balisées, car Gavarnie est aussi le berceau du pyrénéisme des premiers pionniers des sommets. Aujourd'hui, cap sur le parc national des Pyrénées, l'aventure grandeur nature. Le spectacle offert par le cirque de Gavarnie est toujours aussi saisissant. Peut-être encore un peu plus l'hiver que l'été, quand les randonneurs sont plus rares, que les espaces sont vierges. « 6,5 km de diamètre, une paroi verticale de 1500 mètres, le cirque est comme un mur minéral qui verrouille la vallée. On ne s'aventure pas dans cet espace sans en connaître les codes, les dangers. Mathias Trey, guide de haute montagne, nous ouvre la voie. Mathias, on est sur quel circuit ici ? Donc on est dans le cirque de Gavarnie, on est à 2700 mètres d'altitude, en haute montagne, un superbe circuit de ski de randonnée qui est l'un des plus emblématiques du cirque de Gavarnie. On a vu dans la montée, c'est une succession de plateaux en fait. Oui, effectivement, ouais. C'est beaucoup de plateaux sur ce massif calcaire en fait, et qui surplombe principalement le cirque de Gavarnie. Tu utilises le terme cirque, il y a cette forme qui est incroyable, comment est-elle née ? Donc le cirque de Gavarnie, il est né de la formation des glaciers en fait. C'est des glaciers qui étaient très très imposants, qui descendaient jusqu'à Lourdes, à peu près 50 km plus bas. Et du fait de la configuration et de la roche calcaire, les glaciers ont creusé vraiment un amphithéâtre au-dessus du village et contre les parois. Si je comprends bien, le cirque de Gavarnie, c'est l'empreinte d'un glacier en négatif. Exactement. Alors notre destination, c'est quoi ? La brèche de Roland. On y va ? On y va. Allez, je te suis. La brèche de Roland, le Graal de Gavarnie. La conquérir, c'est à la fois atteindre la crête du cirque à 2804 mètres, mais c'est aussi effleurer le sommet des contes et légendes des Pyrénées. Roland, le neveu de Charlemagne, l'aurait ouverte alors qu'il tentait de détruire son épée Durandal après la bataille de Roncevaux. Plus on approche du but, plus la brèche devient imposante. Et tout au bout des efforts, la récompense, la révélation, l'ivresse. Il y a un silence lorsqu'on arrive là, tellement c'est merveilleux, époustouflant. Il y a une ambiance, un silence, quelque chose qu'on retrouve nulle part ailleurs. On découvre un paysage totalement différent. C'est quoi de l'autre côté? C'est l'Espagne. On est sur la frontière, on est sur, on va dire, des massifs complètement différents. Ouais. C'est que du calcaire. Et on a devant nous, juste face à nous, le canyon d'Ordesa, qui fait une dizaine de kilomètres de long.
D'ailleurs, on est pile sur la frontière. Là, je pense qu'on a un pied en France, un pied en Espagne. C'est une frontière naturelle, mais c'est une frontière qui, à l'époque, où on n'était pas aussi industrialisé, etc., les routes, on n'avait pas de véhicules et tout, les interactions agricoles entre les paysans du côté Gavarnie et les paysans du côté Torla se faisaient naturellement par l'école et plus facilement que le fait de descendre dans les vallées. Le virus de la montagne, vous l'avez attrapé à quel âge? Oh, tout petit. C'est-à-dire que nous, on est originaire des villages d'ici, donc moi j'étais sur Barège, et la garderie pour nous c'était le club de ski, donc à 4 ans on faisait 5 fois du ski par semaine, 5 jours quasiment, et après petit à petit on s'est intéressé à l'escalade. Moi j'ai fait ma première course, j'avais 13 ans. C'est une passion, je sais que je ne pourrais pas vivre sans, et j'en ai fait mon métier qui est un métier passion, donc on est bien, on y est bien. Le petit village de Gavarnie vit depuis toujours sous la tutelle de ce colosse de pierre. Il n'y a jamais eu beaucoup d'habitants, mais les visiteurs, les voyageurs, n'ont cessé de venir ici. Bien avant les touristes, il y eut au Moyen-Âge les pèlerins sur les chemins de Saint-Jacques. Ceux-ci venaient prier dans cette église avant de tenter de franchir la montagne. Adossé à l'édifice religieux, le cimetière de Gavarnie, où l'on trouve un endroit chargé d'émotions et d'histoire, le carré des Pyrénéistes. Y sont enterrés quelques-uns des premiers conquérants des sommets, des explorateurs, des guides, des anonymes. Une tradition qui continue de se perpétuer aujourd'hui. Et pour bien comprendre ce qui unit, outre le malheur, ces femmes et ces hommes, il suffit de lire l'une des épitaphes, car c'est notre destin à nous autres, gens de montagne, gens de désir, de rechercher notre accomplissement dans le vent d'un impossible ailleurs. Pour sentir le souffle de ce vent, il faut aller au pied du grand mur de pierre, dans un lieu chargé d'histoire, l'Hôtel du Cirque. 1839, Palacé, un guide de Gavarnie, rentre d'une randonnée avec l'un de ses fidèles clients, le duc de Montpensier, fils du roi Louis-Philippe. Ce dernier veut le récompenser. Avec malice, Palacé demande une petite parcelle au pied de la Grande Cascade. Une auberge voit le jour, vite transformée en hôtel de luxe, fréquenté par les pionniers du pyrénéisme. À la fin du 19e siècle, il y a deux mots qui naissent quasiment au même moment. D'abord alpinisme, puis pyrénéisme. Il y a une différence entre les deux. Oui, c'est en 1898, Beraldi qui écrit que le pyrénéisme peut se résumer en 3 mots. C'est ascensionner, sentir et écrire. Autrement dit, c'est une activité physique en montagne, c'est l'ascension, c'est la randonnée, mais en même temps, c'est l'appropriation, je dirais, d'une culture qui fonde le pyrénéisme, justement. Alors l'alpinisme, c'est l'exploit sportif, tout comme l'himalayisme, par exemple. Ouais. Il y a une approche, pour ces pyrénéistes, esthétique, presque mystique de cet espace. C'est cette beauté, effectivement, de la montagne, mais qui nous frappe, qui nous subjugue. Le portrait robot du pyrénéiste serait d'avoir des compétences multiples, sportives, scientifiques, artistiques, une âme d'explorateur et une sensibilité romantique. À l'image du tout premier d'entre eux, le baron Ramon de Carbonnières. Homme politique, ami de Napoléon mais aussi botaniste, géologue, il fut le premier à atteindre en 1802 le sommet du Mont Perdu. Mais celui qui, plus que tous, va marquer ce mouvement, c'est le comte Henri Russell. Il est né à Pau dans une famille fortunée. Dans sa jeunesse, il voyage à travers la planète, raconte ses aventures dans des livres. Jules Verne s'en inspirera pour créer son Phileas Fogg du Tour du monde en 80 jours. À partir de 1861, le comte Russell se consacre à ces montagnes des Pyrénées. Russell est un personnage véritablement hors norme. Ah oui, tout à fait.
D'abord, il faut dire le comte Henri de Russell, c'est un aristocrate. Son père était irlandais, effectivement. C'est le seigneur des Pyrénées, d'une certaine façon. Il va faire des marches extraordinaires. On dit de lui que c'était le plus grand marcheur du monde. Et ce qu'il raconte dans Souvenir d'un montagnard, effectivement, ça laisse pantois. Il ne fait pas du pyrénéisme de difficulté. Il fait du pyrénéisme de contemplation. Mais pour contempler, il faut marcher. Et donc la fatigue fait partie aussi de cette appropriation des sommets. Parce que des ascensionnistes, il y en a très peu. C'est vraiment le début. C'est le moment où les Pyrénées sont conquises, les sommets sont conquis. Tous les 3000 vont être conquis dans la seconde moitié du 19e. Et Russell joue un rôle essentiel, bien sûr. Sa montagne, à Russell, c'est le Vignemale. C'est le sommet le plus haut du côté français. Il va y dormir, il va ensuite y faire creuser des grottes, 7 grottes. Il appelle ça les grottes Bellevue, où il reçoit des invités. Mais comme sa montagne, le Vignemale, fait 3298 mètres, c'est pas un compte-rond, ça. Et donc Russell aime bien les compte-ronds, et il fait ajouter une tourelle en pierre sèche de 2 mètres de hauteur, et son Vignemale fait 3300 mètres d'altitude. Vous dites son Vignemale, c'est réellement son Vignemale parce qu'il paraît qu'il en est un peu propriétaire. Alors il va demander au préfet des Hautes-Pyrénées une sorte de bail amphithéotique, c'est-à-dire de 99 ans, et il a 200 hectares à peu près, qui sont sa propriété locative pour 1 franc symbolique. Voilà, c'est un personnage extraordinaire. Mais il ne faudrait pas oublier d'honorer les héros anonymes, ceux qui accompagnaient ces pionniers fortunés et parfois même ouvraient les voies avant eux, les guides de Gavarnie. C'étaient bien souvent des paysans du coin qui amélioraient ainsi leur ordinaire. Voici, en quelque sorte, leurs descendants, leurs héritiers, les secouristes de haute montagne. Leur mission est bien sûr de sauver des vies. Et dans cet environnement si particulier, il n'est pas rare de devoir faire appel aux grands moyens. On met alors en commun 2 savoir-faire, le pilotage précis de l'hélicoptère de la sécurité civile et le sang-froid de la section montagne des CRS 29 basés à Lannemezan, des unités d'élite. À quel endroit se trouve-t-on ? Là, on est sur le plateau de la Crade, dans le cirque de Gavarnie. Donc de ce côté-là, on est en France, juste derrière le cirque, on est en Espagne. Donc ce qu'on peut voir là, bon, il y a tous les 3000 du cirque de Gavarnie, avec en ce moment les belles cascades de glace qui sont bien formées. Un poste avancé des CRS à Gavarnie, pourquoi ? Au départ, c'était pour répondre à un problème transfrontalier, puisque le premier poste il a été mis ici à Gavarnie en 1948, donc pour les patrouilles frontières. Et puis au fil du temps... Il y avait un peu de contrebande, non ? C'est pas aussi un peu pour ça ? Oui, c'était ça. Puis c'était juste après la Seconde Guerre mondiale. Donc les frontières à l'époque, bien sûr, c'était plus important à surveiller que maintenant. Hein. Et puis petit à petit, les CRS qui étaient là se sont impliqués dans le secours en montagne, même relativement rapidement. Au départ, plus pour donner un coup de main aux guides locaux, parce que c'était pas structuré, hein, le secours en montagne. Donc ça a commencé comme ça. Là, on est en train de faire un exercice, comme on l'en fait régulièrement. Le principe de faire ces exercices, c'est que quand ça arrive en réel, on est préparé et que les gestes deviennent des automatismes. Pourquoi l'hélico repart là ? Il repart parce qu'il ne peut pas rester sur place pour des raisons de sécurité et il ne peut pas couper parce que ça représente trop de carburant et une grosse remise en route. Alors dans les conditions réelles, il se passe la même chose. Il refait un tour du massif et des petits coups de sol, donc un timing qu'elle donne à l'hélicoptère et quand ils sont prêts, l'hélicoptère revient les chercher. Monsieur, qu'est-ce qui est arrivé ? Il va vous mettre une attelle. C'est tout de même un lieu incroyable. C'est en quelque sorte votre bureau, le cirque de Gavarnie.
En quelque sorte, ouais, c'est un bureau, on va dire, agréable. Surtout quand on le voit sous ce jour, avec le soleil, le beau temps. Dans ce cas-là, ouais, c'est plutôt sympa. La vocation, comment elle vous est venue? On va dire progressivement, un peu sur le tard. Moi, j'ai commencé la montagne à peu près vers les 15 ans. Ah oui, c'est tard. Ouais, c'est tard. Après, c'était au départ des randos familiales, un peu d'escalade avec les copains, les canyons, un peu tout ça. Et puis, petit à petit, il y a un attachement qui se crée pour les sports de montagne, pour le milieu en général. Et puis, on pousse un peu plus loin. Vous vous souvenez de la première fois où vous venez à Gavarnie? La première fois, oui, c'était avec un ami où on avait fait une randonnée. On était allé au Mont Perdu. Enfin, voilà, c'était une belle journée, hein, je m'en souviens encore. Ouais. L'idée de côtoyer le danger, de toute façon, ça fait partie un peu des gènes chez les secouristes comme vous. Nous, on essaie de limiter le danger. Par les entraînements, que ce soit là, comme on l'a vu, hein, mais aussi par la pratique régulière en montagne. On est là pour limiter au maximum le risque parce qu'on est obligé d'en prendre. On ne se rend absolument pas compte d'ici à quel point cette paroi est vertigineuse quand même. Ça fait combien en hauteur là? Il y a 1000 mètres. Il y a 1000 mètres. Après, je vous rassure, quand on est dedans, on se rend compte. Hein. Voilà. On se rend compte que c'est long, que ça peut être très austère et que c'est quelque chose. Le cercle de Gavarnie, c'est quand même quelque chose. Bien sûr, le cirque de Gavarnie a aussi nourri l'imaginaire de nombreux artistes. Victor Hugo fut stupéfait par, je cite, « ce grand cercle tracé au compas au niveau de l'azur par un cyclope de l'âge évanoui ». Gavarnie était pour lui l'édifice le plus mystérieux du plus mystérieux des architectes. Le lieu continue d'inspirer. La preuve, Dominique Julien, à l'origine guide de haute montagne, est devenu photographe professionnel. Bonjour Dominique. Bonjour. On m'avait donné rendez-vous dans l'endroit idéal. On est au chaud, puis on a le spectacle derrière. Tout est parfait. Est-ce que vous vous souvenez de votre première émotion dans ce cirque de Gavarnie? Un de mes premiers gros souvenirs, c'est peut-être... on avait fait la face ouest de la Stazou en hiver. On était parti très tôt, on était rentré très tard. On a fait ça dans la journée, c'était bien. Est-ce que c'est un endroit facile à photographier? Ah, pour un photographe, Gavarnie, c'est du pain béni. Il y a de grands mouvements, il y a du volume, il y a des coins secrets, des angles à trouver, des lumières et des ombres. Là, par exemple, je vois une photo. Il faut voir le petit personnage, l'être humain au milieu de cette immensité pour prendre la mesure. On se contente de formes graphiques pour traduire un espace. L'été, on a le jeu de l'eau, on a les lumières, on a les transparences. On a tous les blocs de calcaire qui sont au pied de la cascade, qui forment un univers un peu surréaliste. Alors que l'hiver, c'est plus statique, quoi. Parce que l'hiver, comme en ce moment, cette cascade, elle gèle. Et alors parlons des cascades de glace, parce que vous avez été l'un des pionniers à non seulement les photographier, mais surtout les escalader. On a commencé dans les années 74, on était sur la nouvelle frontière de l'alpinisme. Mais je parle au moins en termes européens. C'était ici que ça se faisait. C'est dingue ça. Oui, ça s'est pris après un jour de tempête. Donc le vent du nord a soufflé, il a fait froid, la glace a poussé assez rapidement et puis ça s'est givré sur toutes les parois. Ça, c'est une très belle photo de la brèche de Roland. Et de l'autre côté de la brèche, il y a un autre espace, c'est l'Espagne. Voilà, c'est tout le charme de Gavarnie, c'est qu'il y a un côté pile, un côté face. Et derrière, c'est Ordessa. C'est le canyon d'Ordessa, c'est d'autres lumières, c'est d'autres structures, puisque Gavarnie, c'est un grand cirque. Là Ordessa, c'est comme un canyon, un grand canyon, un mini Colorado, quoi. Vous avez une photo préférée, là, dans celle du livre? On pourrait peut-être parler de celle-là. Ah, c'est la première, en plus. Voilà, oui. C'est quoi l'histoire de cette photo? C'était un soir d'été, là, je montais donc vers le fond du cirque. Et donc, l'idée m'est venue d'aller me positionner au centre du Gave. Voilà. Bon, j'ai posé mon pied au milieu du torrent. C'est un peu la synthèse de Gavarnie, puisqu'on a ces sommets qui vous entourent et on a la présence de l'eau et des cascades. L'eau et les cascades, surtout l'été, c'est quand même une des valeurs sûres de Gavarnie. Vous avez fait beaucoup de photos dans toutes les Pyrénées. Gavarnie, pour vous, c'est un lieu à part? Oui, j'ai tellement grimpé à Gavarnie. Et puis, il faut dire aussi que c'est quand même le top dans les Pyrénées, notre objectif. Hein.
Dans les Pyrénées, la nature n'a pas hésité à multiplier les coups de théâtre. Gavarnie est l'un des joyaux du parc national des Pyrénées, mais il y en a beaucoup d'autres. Direction Cauterets, l'une des parties les plus préservées de ces montagnes. Nous avons rendez-vous avec Jean-Paul Crampe, l'un des 50 gardes du parc. Mission, sauvegarder la biodiversité, favoriser le développement durable. Bonjour Jean-Paul. Bonjour. Où est-ce que l'on est exactement ici? Ici, nous sommes au cœur du parc national des Pyrénées, dans le site du Pont d'Espagne, sur le plateau du Clote. On peut dire même qu'on est dans le cœur du parc national ici. On entend palpiter, qu'on sent vibrer de partout, n'est-ce pas? Je sais que votre spécialité sont les isards. Est-ce que vous pensez qu'on a une chance d'en voir? Oh oui, ici on les voit très facilement, donc il suffit de faire quelques mètres par là, quelques centaines de mètres, et on devrait pouvoir en voir facilement, oui. Allez, je vous suis. On y va? Allez, on y va. Là, il faut bien regarder parce que ils sont souvent par ici. Tiens, d'ailleurs, j'en vois là, tiens. Où ça? Là, en haut, sur la butte, tu le vois là? Ah oui, ça C'est un bouge. vieux mâle qu'on connaît bien d'ailleurs. Voilà, tu le vois là, il passe Wow. derrière là. Mais j'ai l'impression qu'il a comme un collier orange. Effectivement, il a un collier, oui. Il fait partie de ces animaux marqués que nous suivons toute leur vie pour mieux connaître la biologie de l'isard en fait, sa longévité, son comportement spatial. Et lui, il est très intéressant parce qu'il fait partie de quelques mâles super sédentaires. On le suit depuis 12 ans, lui il ne bouge pas de là. C'est le patron du coin. C'est vraiment un animal emblématique de ces montagnes. Il a failli disparaître, l'isard, ici? Il a failli disparaître dans les Pyrénées en général, mais on pense qu'il y a entre 50 000 et 60 000 isards sur ces deux versants, hein, puisque l'isard occupe aussi le versant espagnol. Donc, Et au plus bas, il y en avait combien? peut-être 3 ou 4 000 et surtout Ah sur oui. l'ensemble de la chaîne, oui. Donc c'était quand même inquiétant, on va dire. Il y a un autre animal emblématique, alors qui lui a failli disparaître totalement, c'est cet oiseau hallucinant qui s'appelle le gypaète barbu. Le gypaète, oui. Alors il n'est pas complètement tiré d'affaire, il faut Ah dire, oui. parce que il doit y avoir peut-être 80 couples au total dans les Pyrénées sur ces deux versants, et qui se trouvent menacés parce qu'elles sont en bout de chaîne alimentaire. Et justement, sa survie dépend un petit peu des populations d'isards, parce que c'est l'oiseau qui typiquement va profiter des cadavres que l'hiver va fournir au pied des couloirs comme ici. On voit bien que tout ça forme un écosystème et que c'est l'ensemble qu'il faut protéger. Quand on dit qu'ici on trouve un patrimoine unique, c'est réellement le cas. Oui, c'est que les Pyrénées sont assez spécifiques pour ça. Elles contiennent des espèces qu'on appelle endémiques, Ça veut dire c'est-à-dire quoi? des espèces que ne trouve que dans les Pyrénées. Il y a surtout des espèces végétales. La ramondia, par exemple, découverte par Ramon de Carbonnières il y a fort longtemps déjà. Et si elles disparaissent? Si elles disparaissent des Pyrénées, comme elles n'existent pas ailleurs, elles disparaissent de la surface du globe, c'est-à-dire qu'elles disparaissent définitivement. Il y a des volontés, des actions qui sont menées pour justement repeupler ici avec des espèces vraiment du pays? Une des pièces vraiment prestigieuses qui manque beaucoup et qu'on veut tenter de remettre, c'est par exemple le bouquetin des Pyrénées. Un projet est en cours. On devrait d'ailleurs peut-être les lâcher ici prochainement, dans le massif de Cauterets. Et tout ça dans un effort global de recréer un petit peu la biodiversité perdue lorsque l'espèce existe dans d'autres endroits, comme c'est le cas pour le bouquetin. J'ai passé 40 ans ici, je remettrai bien la pendule à moins 40. C'est un bel endroit, croyez-moi, c'est un cadre de vie très intéressant et surtout un cadre de travail passionnant, puisque vraiment travailler sur les espèces sauvages et sur la nature, c'est quelque chose de vraiment magnifique. Pour vous saluer, un ultime cadeau, un vol au-dessus d'un autre grand site des Hautes-Pyrénées, le Pont d'Espagne. Deux Gabs se rejoignent ici pour unir leurs forces, leurs fougues et créer ces magnifiques cascades. Dans ces montagnes, le spectacle de la nature ne laisse jamais le visiteur indifférent. Il remet les choses à leur place pour preuve cette formule
écrite par le fameux comte Russell depuis un sommet à 3000 mètres au-dessus des ennuis. On ne pense pas aux dynasties, aux royaumes, aux empires. On trouve même que les pierres sont plus sages que les hommes, car aucune d'elles ne veut prendre la place de son voisin.